Mardi 18 juillet 2023, 15h32. Il faisait 39 degrés à l'ombre à la Castellane, une chaleur qui te colle la peau au bitume et fait trembler l'air au-dessus des capots. Ça ne sentait pas la mer, non, ça sentait la poudre, le métal chaud de ma calache et le sang de Sofiane qui commençait déjà à cuire sur le béton du palier. En défonçant cette porte, on ne venait pas de faire une simple erreur. On venait de signer notre arrêt de mort collectif. Écoute-moi bien, et fais-le vite. Abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo maintenant. Parce que les mecs en costard et la justice, ils veulent étouffer cette histoire, la ranger dans un tiroir avec les autres, règlement de compte. Ils ne veulent surtout pas que tu saches comment les vrais fantômes de la République opèrent dans nos quartiers. Alors fais-le avant que le système ne me fasse taire pour de bon, avant que cette vidéo ne disparaisse comme mes deux amis. C'est bon? T'es avec nous? Alors oublie tout ce que tu viens d'entendre. Je te ramène 2 heures avant le massacre, à l'époque où on se prenait encore pour des lions, où notre territoire nous semblait être le monde entier. 2 heures avant de découvrir qu'on n'était que des putains de gazelles aveuglées par les phares d'un camion lancé à pleine vitesse, sans chauffeur et sans frein. C'était le début de la fin, mais on ne le savait pas encore. On était les rois du pétrole, ou plutôt du shit. La Daisy Mafia tenait la castée d'une main de fer. Moi, Crimo, 23 ans, je sortais de quelques mois à l'ombre et j'avais faim. Faim de reconnaissance, faim d'oseille, faim de respect. Mon équipe, C, était la famille. Yous, As, le pilote du T-Max 560, un génie du guidon capable de se faufiler là où même un vélo ne passerait pas, et Sofiane, le plus fou de nous tous, toujours prêt à monter au front. Notre quotidien, C était le charbon, du matin au soir. On était sur le point de deal, le dos contre le mur d'une tour, à servir des clients qui défilaient comme à l'usine. L'argent rentrait si vite qu'on ne savait plus où le mettre. On se sentait invincible, protégé par les murs de la cité et la réputation de nos aînés. Chaque sirène de keufs au loin nous faisait sourire. Pour nous, C était juste le bruit de fond de notre royaume, une nuisance sans conséquence. Notre look, C était notre armure, notre uniforme. Survêt de l'Olympique de Marseille, le noir et or de la saison passée, sacoche Gucci en travers du torse pour le Glock et les liasses, casquette Lacoste vissée sur le crâne et aux pieds, la paire de TN requin, blanche, toujours impeccable, une insulte à la poussière de la cité. On roulait en Audi RS6 gris Nardo pour les affaires sérieuses, le T-Max pour la vitesse et la flexibilité sur le terrain. Ce jour-là, le grand du réseau nous a convoqués. Il avait un plan, une mission simple pour se refaire une santé et marquer notre territoire. Une Pookie lui avait balancé une info en or. Une équipe rivale, les mecs du clan Yoda, venait de planquer une somme rondelette et de la marchandise dans un appartement de la Tour K. 50 000 € en cash et 2 kilos de cocaïne. Une fortune qui n'attendait que nous. La mission était claire. Une démonstration de force, de la pure agra. On devait monter, défoncer la porte, neutraliser le type qui gardait la planque, prendre le sac et disparaître avant même que les voisins aient eu le temps de comprendre ce qu'il se passait. C était une façon de dire aux autres « La Castellane est à nous et tout ce qui s'y trouve nous appartient ». L'arrogance nous servait de bouclier. On ne voyait pas le piège. On se sentait comme des soldats partant pour une mission de routine. L'excitation couvrait la moindre parcelle de peur. On avait la meilleure voiture, les meilleures armes, et on connaissait chaque recoin de ce labyrinthe de béton. Dans nos têtes, le scénario était déjà écrit, et il se terminait par nous comptant les billets en riant, plus riches et plus puissants qu'avant. On était jeunes, cons, et on se croyait immortels. L'erreur classique. On est arrivé au pied de la Tour K vers 15h10. USS a garé l'Audi RS6 un peu plus loin, moteur tournant, prêt à s'arracher. Moi, Sofiane et un autre gars, Driss, on est descendus. La chaleur était suffocante, l'air épais comme de la soupe. On sentait le poids des kalachnikovs cachés sous nos survêtements, un poids à la fois lourd et rassurant. C était le poids du pouvoir. Du moins, c'est ce qu'on croyait à ce moment précis. Le plan était simple, presque insultant de facilité. On nous avait dit « 11e étage, porte de gauche. Il y a juste un mec qui garde la planque. Un petit con qui se pisse dessus au premier coup de pression. Ça va être facile, on rentre, on le couche, on prend le sac et on s'arrache. » La phrase « ça va être facile » résonnait dans ma tête. C'est toujours quand on dit ça que l'enfer décide de s'inviter à la fête.
On est entré dans le hall de la tour. L'odeur de pisse et de javel nous a sauté à la gorge, un parfum familier. L'ascenseur était en panne, comme toujours. On a pris les escaliers. 11 étages à monter avec les armes, sous cette chaleur de plomb. La sueur coulait à flot, se mélangeant à l'adrénaline. Chaque marche nous rapprochait du but. Chaque étage augmentait la tension. Cette électricité dans l'air qui précède l'orage. On est enfin arrivé au 11e. Le couloir était silencieux, seulement éclairé par la lumière blafarde d'un néon qui grésillait. On s'est approché de la porte, à gauche. Elle était banale, couverte de tags comme toutes les autres, la peinture écaillée. Rien ne la distinguait. Rien ne laissait présager qu'on était sur le point de frapper à la porte du diable. Elle avait l'air si normale, et c'est ça, le pire des pièges. Pour nous, C était une porte de plus, un obstacle de quelques secondes entre nous et la victoire. Sofiane a fait un signe de tête. Il était prêt, le regard dur, la mâchoire serrée. Driss était en couverture, plus en retrait dans l'escalier. J'ai pris une profonde inspiration, l'air chaud brûlant mes poumons. J'ai vérifié ma calache une dernière fois. Le plan était enclenché, plus moyen de reculer. On allait faire du bruit. Sofiane et moi, on s'est mis en position de chaque côté de la porte. Il a frappé un grand coup sec avec son poing. « Ouvre! Police !» a-t-il hurlé, une technique classique pour semer la panique et la confusion chez la cible. On attendait un bruit, un mouvement, un signe de panique de l'autre côté. Mais rien. Un silence de mort, absolu, comme si l'appartement était vide, comme si personne n'avait jamais vécu ici. « Il fait le mort, ce fils de pute, ou quoi ?» a chuchoté Sofiane, l'impatience perçant dans sa voix. Je lui ai fait signe d'attendre. J'ai collé mon oreille contre le bois. Pas un bruit, pas une respiration, pas le son d'une télé. C était anormal. Même la plus discrète des planques a une vie, un son. Là, ça c'était le vide total. Un pressentiment étrange, froid, a commencé à glisser le long de ma colonne vertébrale. J'ai mis un violent coup d'épaule contre la porte pour tester. Elle n'a pas bougé d'un millimètre. Mon épaule me faisait mal, mais la porte, elle, n'avait pas vibré. C était du blindage. Premier signal d'alarme, la première sirène qui aurait dû hurler dans ma tête. Pourquoi un petit dealer garderait sa cam derrière une porte blindée digne d'une banque? La question est restée suspendue, étouffée par notre arrogance. On n'allait pas abandonner pour si peu. La Hagra nous interdisait de faire demi-tour. Driss nous a passé le petit bélier qu'on avait monté. Sofiane l'a pris. Un coup. Le bruit a résonné dans tout le couloir. Un son métallique et brutal. 2 coups. 3 coups. La serrure a finalement explosé dans un fracas de métal tordu. La voie était libre, ou du moins, c'est ce que l'on pensait. J'ai défoncé la porte d'un dernier coup de pied. Elle s'est ouverte sur une obscurité presque totale. Je suis entré en premier, comme prévu, la Kalachnikov pointée devant moi, hurlant des menaces pour intimider quiconque se trouverait à l'intérieur. J était prêt à voir un jeune terrifié les mains en l'air, suppliant pour sa vie. J était prêt à tout, sauf à ce que j'allais trouver. Ou plutôt, à ce que je n'allais pas trouver. L'intérieur était sombre, silencieux. Les volets étaient fermés. Il n'y avait personne. Pas un meuble renversé, pas de désordre. Juste une odeur bizarre, une odeur que je ne connaissais pas. Ça ne sentait pas le shit, ni la S. Ça sentait le propre, presque clinique. Une odeur de métal froid et de café qui avait refroidi depuis des heures. Ce n'était pas l'odeur d'une planque de voyous, c'était autre chose. Le silence était la chose la plus terrifiante. Un silence absolu, épais, comme si l'air lui-même avait peur de faire du bruit. J'avançais à pas de loup dans le salon vide, mes TN ne faisant aucun bruit sur le sol. Sofiane est entré derrière moi, tout aussi perplexe. Où il est, ce connard, ai-je pensé, un frisson glacial me parcourant malgré la chaleur étouffante qui filtrait de l'extérieur. C'est à ce moment précis que j'ai senti que quelque chose clochait terriblement. Mon instinct de survie, affûté par des années dans la rue, me hurlait de foutre le camp, de courir sans me retourner. Mais mon ego, ma fierté de soldat de la DZ Mafia, m'a cloué sur place. On était venu pour un trésor. On n'allait pas repartir les mains vides à cause d'un mauvais pressentiment. La plus grosse erreur de ma vie. Tu aurais fait quoi à ma place? Tu serais parti en courant en passant pour une mauviette devant tes potes, ou tu serais resté aveuglé par l'appât du gain et la pression du groupe? C'est facile de juger depuis son canapé, mais quand t'es dedans, la tête dans le guidon, la logique n'a plus sa place. Seule compte la réputation. Et la mienne était sur le point de être anéantie, mais pas comme je l'imaginais. Soudain,
Une lumière blanche et aveuglante a explosé devant mes yeux, accompagnée d'un son assourdissant qui m'a percé les tympans. Une grenade flashbang. J'ai été projeté en arrière, complètement sonné, le monde tournant autour de moi. Je ne voyais plus rien, n'entendais qu'un sifflement aigu et continu. J'y étais sourd, aveugle et totalement vulnérable. Le piège venait de se refermer sur nous de la manière la plus brutale qui soit. Avant même que mes yeux ne puissent s'habituer à la lumière, le chaos a éclaté. Des ombres noires ont surgi de toutes les pièces, des portes que je n'avais même pas vues dans l'obscurité. Ce N étaient pas des trafiquants. Ils portaient des casques balistiques, des cagoules, des gilets tactiques noirs et des uniformes sans aucun insigne. Ils se déplaçaient avec une vitesse et une coordination inhumaines. C étaient des fantômes. Leur réponse n'a pas été une fusillade de gang, désordonnée et bruyante. C était une neutralisation chirurgicale, clinique, terrifiante de précision. J'ai entendu des détonations sèches, professionnelles, des tirs en double tape, 2 balles rapides tirées au même endroit. J'ai vu Sofiane, qui était à côté de moi, s'effondrer sans un cri, 2 impacts parfaits sur le torse. Il n'a même pas eu le temps de comprendre. Leurs mouvements étaient fluides, une chorégraphie mortelle exécutée sans un mot, sans une hésitation. C était une danse macabre. Ils ne tiraient pas pour faire peur, ils tiraient pour éliminer. Leurs fusils d'assaut, des HK-116, crachaient le feu avec une précision diabolique, chaque balle trouvant sa cible. Driss, qui était resté près de la porte, a été fauché par une rafale avant même d'avoir pu épauler sa propre arme. J'ai à peine eu le temps de lever ma Kalachnikov, lourde et encombrante. J'ai senti une douleur fulgurante, comme un coup de poignard chauffé à blanc, traverser mon épaule. L'impact m'a projeté violemment contre le mur du couloir. Mon arme a glissé de mes mains moites, tombant sur le sol avec un bruit sourd. J'y étais passé de prédateur à simple cible en moins de 3 secondes. Mon monde venait de s'écrouler. Leurs armes n'étaient pas des kalash roumaines usées comme les nôtres. C'était du matériel de pointe, équipé de viseurs laser, de lampes tactiques, des outils de professionnels. Allongés sur le sol, elles épaules en feu, je voyais les points rouges des lasers balayer la pièce, cherchant une dernière menace. J'ai compris. Ce N était pas la planque du clan Yoda. On était tombé dans un putain de nid de frelons. J'ai fermé les yeux, attendant la balle qui allait mettre fin à tout ça. Mais elle n'est pas venue. Ils ne m'ont pas achevé. J'ai entendu le bruit de leurs bottes tactiques sur le sol, s'approchant de moi. L'un d'eux a posé son pied sur ma nuque, M, écrasant le visage contre le carrelage froid. J'ai senti le canon de son arme contre ma tempe. C'était fini. L'humiliation était totale, absolue. J'ai alors compris la nature de notre erreur. La Pouki ne nous avait pas balancé une planque rivale. Elle nous avait envoyé droit au casse-pipe. C était un piège, et nous étions les appâts. Ces hommes n'étaient aussi pas des flics de la BAC, ni même de la BRI. Leur niveau de compétence, leur équipement, leur silence. C était autre chose. Une unité d'élite. On venait de déclarer la guerre à l'aile État sans même le savoir. Le combat, si on peut appeler ça un combat, a duré en tout et pour tout 8 secondes. 8 secondes pour anéantir notre équipe, notre ego, notre avenir. Sofiane et Driss étaient à la mort, gisant dans des flaques de leur propre sang. Moi, j'y étais au sol, blessé, neutralisé, une botte tactique m'empêchant de bouger. Le silence est retombé, aussi lourd et terrifiant qu'avant l'assaut. Seul le sifflement dans mes oreilles persistait. Quelques minutes plus tard, on a entendu des sirènes, les vraies cette fois. Puis des cris dans l'escalier. La vraie police, la BAC du secteur, alertée par les tirs, est arrivée en courant, arme au poing, hurlant des ordres. Ils se sont figés sur le pas de la porte en découvrant la scène. Leur visage affichait une incompréhension totale en voyant les opérateurs en noir, ailes, équipements, et nos corps au sol. Il y a eu un flottement, un moment de silence où les deux forces se sont jaugées. Les flics de la BAC, avec leurs gilets pare-balles et leurs Sig Sauer, avaient l'air d'enfants à côté de ces ombres suréquipées. L'un des opérateurs a fait un simple geste de la main, et les policiers ont baissé leurs armes, comprenant qu'ils n'étaient pas sur une simple scène de crime, mais au milieu d'une opération qui les dépassait complètement. L'humiliation a atteint son paroxysme quand ils m'ont traîné hors de l'appartement. Les menottes serraient mes poignets, mon visage était en sang, mon survêtement de l'OM était déchiré et souillé. Ils m'ont fait descendre les escaliers devant tous les habitants de la cité,
sortis sur leur balcon pour assister au spectacle. Le caïd tout-puissant d'il y a 1 heure n'était plus qu'un délinquant blessé, vaincu et pathétique. Mes TN blanches immaculées étaient maintenant maculées du sang de Sofiane. Était la fin de l'illusion, la fin de la pureté. Le regard des gens haine était pas de la peur ou du respect, mais de la pitié, ou pire, de la moquerie. J'y étais la preuve vivante que notre règne n'était qu'une mascarade. On jouait les durs dans notre cour de récréation et les vrais adultes venaient de siffler la fin de la partie. J'ai été jeté à l'arrière d'une voiture de police banalisée. Personne ne m'a parlé. J'ai appris plus tard la vérité. L'appartement N n'était pas une planque de drogue, mais un poste d'observation du GIGN. Il surveillait le grand, notre chef de réseau, depuis 3 semaines. On n'a pas attaqué des rivaux. On a sonné à la porte d'une douzaine d'opérateurs des forces spéciales en pleine mission. On leur a servi notre tête sur un plateau. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, je te parle depuis ma cellule à la prison des Baumettes. J'ai une longue cicatrice sur les épaules, un souvenir permanent de ma stupidité. Par la petite fenêtre grillagée, je vois un bout de Marseille. J'entends parfois le bruit caractéristique d'un T-Max qui déchire la nuit. Et mon cœur se serre. C'est le son d'une vie qui ne m'appartient plus, d'un monde dont j'ai été éjecté pour toujours. J'ai pris 15 ans pour homicide volontaire en bande organisée sur personne dépositaire de l'autorité publique. Ils ont tout mis sur mon dos, le survivant. Le grand, lui, a probablement disparu dans la nature, ou peut-être qu'il a été arrêté plus tard. Je n'en sais rien. En prison, les nouvelles du dehors sont des rumeurs. La seule chose de certaine, ce sont ces 4 murs qui m'entourent. Dans la cité, la Agra te fait sentir comme le roi du monde. On nous apprend à mordre, à ne jamais montrer de faiblesse, à toujours vouloir plus. On nous apprend à jouer les loups. Le problème, c'est qu'on a oublié de nous dire que la jungle est bien plus grande que notre quartier et qu'elle est peuplée de créatures bien plus féroces. On voulait jouer les prédateurs. On est tombé sur des T-Rex. Ce jour-là, j'ai compris la vraie hiérarchie de la force. Ce n'est pas celui qui a la plus grosse calache ou la voiture la plus rapide qui est au sommet. C'est celui qui est invisible, silencieux, et qui a la discipline de ne jamais sous-estimer son adversaire. J'ai appris de la manière la plus dure qu'il y a toujours un prédateur plus gros, plus intelligent et plus mortel que toi, et que certaines portes, il ne faut jamais, jamais les ouvrir. Mardi 18 juillet 2023, 15h32. Il faisait 39 degrés à l'ombre à la Castellane, une chaleur qui te colle la peau au bitume et fait trembler l'air au-dessus des capots. Ça ne sentait pas la mer, non. Ça sentait la poudre, le métal chaud de ma calache et le sang de Sofiane qui commençait déjà à cuire sur le béton du palier. En défonçant cette porte, on ne venait pas de faire une simple erreur. On venait de signer notre arrêt de mort collectif. Écoute-moi bien, et fais-le vite. Abonne-toi à la chaîne, et partage cette vidéo maintenant, parce que les mecs en costard et la justice, ils veulent étouffer cette histoire, la ranger dans un tiroir avec les autres, règlement de compte. Ils ne veulent surtout pas que tu saches comment les vrais fantômes de la République opèrent dans nos quartiers. Alors fais-le avant que le système ne me fasse taire pour de bon, avant que cette vidéo ne disparaisse comme mes 2 amis. C'est bon? T'es avec nous? Alors oublie tout ce que tu viens d'entendre. Je te ramène 2 heures avant le massacre, à l'époque où on se prenait encore pour des lions, où notre territoire nous semblait être le monde entier. 2 heures avant de découvrir qu'on n'était que des putains de gazelles aveuglées par les phares d'un camion lancé à pleine vitesse, sans chauffeur et sans frein. C'était le début de la fin, mais on ne le savait pas encore. On était les rois du pétrole, ou plutôt du shit. La DZ Mafia tenait la castée d'une main de fer. Moi, Crimo, 23 ans, je sortais de quelques mois à l'ombre et j'avais faim. Faim de reconnaissance, faim d'oseille, faim de respect. Mon équipe, C, était la famille. Yous, As, le pilote du T-Max 560, un génie du guidon capable de se faufiler là où même un vélo ne passerait pas, et Sofiane, le plus fou de nous tous, toujours prêt à monter au front. Notre quotidien, C était le charbon, du matin au soir. On était sur le point de deal, le dos contre le mur d'une tour, à servir des clients qui défilaient comme à l'usine. L'argent rentrait si vite qu'on ne savait plus où le mettre. On se sentait invincible, protégé par les murs de la cité et la réputation de nos aînés. Chaque sirène de keufs au loin nous faisait sourire. Pour nous, C était juste le bruit de fond de notre royaume, une nuisance sans conséquence. Notre look, C était notre armure, notre uniforme.
Survêt de l'Olympique de Marseille, le noir et or de la saison passée, sacoche Gucci en travers du torse pour le Glock et les liasses, casquette Lacoste vissée sur le crâne et aux pieds, la paire de TN requin, blanche, toujours impeccable, une insulte à la poussière de la cité. On roulait en Audi RS6 gris Nardo pour les affaires sérieuses, le T-Max pour la vitesse et la flexibilité sur le terrain. Ce jour-là, le grand du réseau nous a convoqués. Il avait un plan, une mission simple pour se refaire une santé et marquer notre territoire. Une Pookie lui avait balancé une info en or. Une équipe rivale, les mecs du clan Yoda, venait de planquer une somme rondelette et de la marchandise dans un appartement de la Tour K. 50 000 € en cash et 2 kilos de cocaïne. Une fortune qui n'attendait que nous. La mission était claire. Une démonstration de force, de la pure agra. On devait monter, défoncer la porte, neutraliser le type qui gardait la planque, prendre le sac et disparaître avant même que les voisins aient eu le temps de comprendre ce qu'il se passait. C'est était une façon de dire aux autres « La Castellane est à nous et tout ce qui s'y trouve nous appartient ». L'arrogance nous servait de bouclier. On ne voyait pas le piège. On se sentait comme des soldats partant pour une mission de routine. L'excitation couvrait la moindre parcelle de peur. On avait la meilleure voiture, les meilleures armes, et on connaissait chaque recoin de ce labyrinthe de béton. Dans nos têtes, le scénario était déjà écrit, et il se terminait par nous comptant les billets en riant, plus riches et plus puissants qu'avant. On était jeunes, cons, et on se croyait immortels. L'erreur classique. On est arrivé au pied de la Tour K vers 15h10. USS a garé l'Audi RS6 un peu plus loin, moteur tournant, prêt à s'arracher. Moi, Sofiane et un autre gars, Driss, on est descendus. La chaleur était suffocante, l'air épais comme de la soupe. On sentait le poids des kalachnikovs cachés sous nos survêtements, un poids à la fois lourd et rassurant. C était le poids du pouvoir. Du moins, c'est ce qu'on croyait à ce moment précis. Le plan était simple, presque insultant de facilité. On nous avait dit « 11e étage, porte de gauche. Il y a juste un mec qui garde la planque. Un petit con qui se pisse dessus au premier coup de pression. Ça va être facile, on rentre, on le couche, on prend le sac et on s'arrache. » La phrase « ça va être facile » résonnait dans ma tête. C'est toujours quand on dit ça que l'enfer décide de s'inviter à la fête. On est entré dans le hall de la tour. L'odeur de pisse et de javel nous a sauté à la gorge, un parfum familier. L'ascenseur était en panne, comme toujours. On a pris les escaliers. 11 étages à monter avec les armes, sous cette chaleur de plomb. La sueur coulait à flot, se mélangeant à l'adrénaline. Chaque marche nous rapprochait du but. Chaque étage augmentait la tension, cette électricité dans l'air qui précède l'orage. On est enfin arrivé au 11e. Le couloir était silencieux, seulement éclairé par la lumière blafarde d'un néon qui grésillait. On s'est approché de la porte, à gauche. Elle était banale, couverte de tags comme toutes les autres, la peinture écaillée. Rien ne la distinguait. Rien ne laissait présager qu'on était sur le point de frapper à la porte du diable. Elle avait l'air si normale, et c'est ça, le pire des pièges. Pour nous, C était une porte de plus, un obstacle de quelques secondes entre nous et la victoire. Sofiane a fait un signe de tête. Il était prêt, le regard dur, la mâchoire serrée. Driss était en couverture, plus en retrait dans l'escalier. J'ai pris une profonde inspiration, l'air chaud brûlant mes poumons. J'ai vérifié ma calache une dernière fois. Le plan était enclenché, plus moyen de reculer. On allait faire du bruit. Sofiane et moi, on s'est mis en position de chaque côté de la porte. Il a frappé un grand coup sec avec son poing. « Ouvre! Police !» a-t-il hurlé, une technique classique pour semer la panique et la confusion chez la cible. On attendait un bruit, un mouvement, un signe de panique de l'autre côté, mais rien. Un silence de mort, absolu, comme si l'appartement était vide, comme si personne n'avait jamais vécu ici. Sofiane et moi, on s'est mis en position de chaque côté de la porte. Il a frappé un grand coup sec avec son poing. « Ouvre! Police !» a-t-il hurlé, une technique classique pour semer la panique et la confusion chez la cible. On attendait un bruit, un mouvement, un signe de panique de l'autre côté. Mais rien. Un silence de mort absolu, comme si l'appartement était vide, comme si personne n'avait jamais vécu ici. « Il fait le mort, ce fils de pute, ou quoi ?» a chuchoté Sofiane, l'impatience perçant dans sa voix. Je lui ai fait signe d'attendre. J'ai collé mon oreille contre le bois. Pas un bruit, pas une respiration.
pas le son d'une télé. C était anormal, même la plus discrète des planques a une vie, un son. Là, C était le vide total, un pressentiment étrange. Froid a commencé à glisser le long de ma colonne vertébrale. J'ai mis un violent coup d'épaule contre la porte pour tester. Elle n'a pas bougé d'un millimètre. Mon épaule me faisait mal, mais la porte, elle, n'avait pas vibré. C était du blindage. Premier signal d'alarme. La première sirène qui aurait dû hurler dans ma tête. Pourquoi un petit dealer garderait sa cam derrière une porte blindée digne d'une banque? La question est restée suspendue, étouffée par notre arrogance et notre soif d'oseille. On n'allait pas abandonner pour si peu. La Hagra nous interdisait de faire demi-tour. Driss nous a passé le petit bélier qu'on avait monté. Sofiane l'a pris. Un coup. Le bruit a résonné dans tout le couloir. Un son métallique et brutal. 2 coups. 3 coups. La serrure a finalement explosé dans un fracas de métal tordu. La voie était libre, ou du moins, c'est ce que l'on pensait à ce moment précis de notre stupide existence. J'ai défoncé la porte d'un dernier coup de pied. Elle s'est ouverte sur une obscurité presque totale. Je suis entré en premier, comme prévu. La Kalachnikov pointée devant moi, hurlant des menaces pour intimider quiconque se trouverait à l'intérieur. « Ouais, je bouge pas. Couche-toi par terre, fils de pute !» J était prêt à voir un jeune terrifié, les mains en l'air, suppliant pour sa vie. J était prêt à tout, sauf à ce que j'allais trouver. L'intérieur était sombre, silencieux. Les volets étaient refermés. Il n'y avait personne. Pas un meuble renversé, pas de désordre. Juste une odeur bizarre. Une odeur que je ne connaissais pas. Ça ne sentait pas le shit, ni la S. Ça sentait le propre, presque clinique. Une odeur de métal froid et de café qui avait refroidi depuis des heures. Ce N n'était pas l'odeur d'une planque de voyous. Ça était l'odeur d'un piège, l'odeur d'un abattoir. Le silence était la chose la plus terrifiante. Un silence absolu, épais, comme si l'air lui-même avait peur de faire du bruit. J'avançais à pas de loup dans le salon vide, mais TN ne faisant aucun bruit sur le sol. Sofiane est entré derrière moi, tout aussi perplexe. « Où il est, ce connard ?» ai-je pensé, un frisson glacial me parcourant malgré la chaleur étouffante qui filtrait de l'extérieur. Le piège était palpable, comme une toile d'araignée invisible. C'est à ce moment précis que j'ai senti que quelque chose clochait terriblement. Mon instinct de survie, affûté par des années dans la rue, me hurlait de foutre le camp, de courir sans me retourner. Mais mon ego, ma fierté de soldat de la DZ Mafia, m'a cloué sur place. On était venu pour un trésor. On n'allait pas repartir les mains vides à cause d'un mauvais pressentiment. La plus grosse, la plus fatale erreur de ma vie. Tu aurais fait quoi à ma place? Tu serais parti en courant, en passant pour une mauviette devant tes potes? Ou tu serais resté aveuglé par l'appât du gain et la pression du groupe? C'est facile de juger depuis son canapé, mais quand t'es dedans, la tête dans le guidon, la logique n'a plus sa place. Seule compte la réputation. Et la mienne était sur le point de être anéantie, mais pas du tout comme je l'imaginais. Soudain, une lumière blanche et aveuglante a explosé devant mes yeux, accompagnée d'un son assourdissant qui m'a percé les tympans. Une grenade flashbang. J'ai été projeté en arrière, complètement sonné, le monde tournant autour de moi. Je ne voyais plus rien, n'entendais qu'un sifflement aigu et continu. J était sourd, aveugle et totalement vulnérable. Le piège venait de se refermer sur nous de la manière la plus brutale qui soit, une violence pure et technique. Avant même que mes yeux ne puissent s'habituer à la lumière, le chaos a éclaté. Des ombres noires ont surgi de toutes les pièces, des portes que je n'avais même pas vues dans l'obscurité. Ce N n'étaient pas des trafiquants. Ils portaient des casques balistiques, des cagoules, des gilets tactiques noirs et des uniformes sans aucun insigne. Ils se déplaçaient avec une vitesse et une coordination inhumaines, comme une meute de loups parfaitement synchronisés. C'étaient des fantômes. Leur réponse n'a pas été une fusillade de gang désordonnée et bruyante. C'était une neutralisation chirurgicale, clinique, terrifiante de précision. J'ai entendu des détonations sèches, professionnelles, des tirs en double tape, 2 balles rapides tirées au même endroit. J'ai vu Sofiane, qui était à côté de moi, s'effondrer sans un cri, 2 impacts parfaits sur le torse. Il n'a même pas eu le temps de comprendre qu'il allait mourir. Sa calache encore pointée vers le plafond. Leurs mouvements étaient fluides, une chorégraphie mortelle exécutée sans un mot, sans une hésitation. C était une danse macabre. Ils ne tiraient pas pour faire peur, ils tiraient pour éliminer. Leurs fusils d'assaut, des HK-416, crachèrent le feu avec une précision diabolique,
chaque balle trouvant sa cible. Driss, qui était resté près de la porte, a été fauché par une rafale avant même d'avoir pu épauler sa propre arme. Son corps disloqué par la puissance des impacts. J'ai à peine eu le temps de lever ma Kalachnikov, lourde et encombrante. J'ai senti une douleur fulgurante, comme un coup de poignard chauffé à blanc, traverser mon épaule. L'impact m'a projeté violemment contre le mur du couloir. Mon arme a glissé de mes mains moites. Tombant sur le sol avec un bruit sourd, J était passé de prédateur à simple cible en moins de 3 secondes. Mon monde, ma fierté, tout venait de s'écrouler dans un fracas silencieux. Leurs armes n'étaient pas des kalash roumaines usées comme les nôtres. C était du matériel de pointe, équipé de viseurs laser, de lampes tactiques, des outils de professionnels. Allongé sur le sol, et l'épaule en feu, je voyais les points rouges des lasers balayer la pièce, cherchant une dernière menace. J'ai compris. Ce N n'était pas la planque du clan Yoda. On était tombé dans un putain de nid de frelons. Un abattoir high-tech. J'ai fermé les yeux, attendant la balle qui allait mettre fin à tout ça. Mais elle n'est pas venue. Ils ne m'ont pas achevé. J'ai entendu le bruit de leurs bottes tactiques sur le sol, s'approchant de moi. L'un d'eux a posé son pied sur ma nuque, M écrasant le visage contre le carrelage froid. J'ai senti le canon de son arme contre ma tempe. C était fini. L'humiliation était totale, absolue, bien pire que la mort elle-même. J'ai alors compris la nature de notre erreur. La Pouki ne nous avait pas balancé une planque rivale. Elle nous avait envoyé droit au casse-pipe. C était un piège, et nous étions les appâts. Ces hommes n'étaient pas des flics de la BAC, ni même de la BRI. Leur niveau de compétence, leur équipement, leur silence, C était autre chose. Une unité d'élite. On venait de déclarer la guerre à l'État sans même le savoir, pour 50 000 €. Le combat, si on peut appeler ça un combat, a duré en tout et pour tout 8 secondes. 8 secondes pour anéantir notre équipe, notre ego, notre avenir. Sofiane et Driss étaient morts, gisant dans des flaques de leur propre sang. Moi, j'y étais au sol, blessé, neutralisé, une botte tactique m'empêchant de bouger. Le silence est retombé, aussi lourd et terrifiant qu'avant l'assaut. Seul le sifflement dans mes oreilles persistait, la bande-son de ma propre faim. Le combat, si on peut appeler ça un combat, a duré en tout et pour tout 8 secondes. 8 secondes pour anéantir notre équipe, notre ego, notre avenir. Sofiane et Driss étaient morts, gisant dans des flaques de leur propre sang. Moi, j'y étais au sol, blessé, neutralisé, une botte tactique m'empêchant de bouger. Le silence est retombé, aussi lourd et terrifiant qu'avant l'assaut. Seul le sifflement dans mes oreilles persistait, la bande-son de ma propre faim. Quelques minutes plus tard, on a entendu des sirènes, les vraies cette fois, puis des cris dans l'escalier. La vraie police, la BAC du secteur, alertée par les tirs, est arrivée en courant, armes au poing, hurlant des ordres. Ils se sont figés sur le pas de la porte en découvrant la scène. Leur visage affichait une incompréhension totale en voyant les opérateurs en noir, ailes, équipements, et nos corps au sol. Ils semblaient soudainement sous-équipés, presque amateurs. Il y a eu un flottement, un moment de silence où les deux forces se sont jaugées. Les flics de la BAC, avec leurs gilets pare-balles et leurs SX Sauer, avaient l'air d'enfants à côté de ces ombres suréquipées. L'un des opérateurs a fait un simple geste de la main, et les policiers ont baissé leurs armes, comprenant qu'ils n'étaient pas sur une simple scène de crime, mais au milieu d'une opération qui les dépassait complètement et dont ils ne devaient pas se mêler. L'humiliation a atteint son paroxysme quand ils m'ont traîné hors de l'appartement. Les menottes serraient mes poignets. Mon visage était en sang. Mon survêtement de l'OM était déchiré et souillé. Ils m'ont fait descendre les escaliers devant tous les habitants de la cité, sortis sur leur balcon pour assister au spectacle. Le Skaïda tout-puissant d'il y a 1 heure n'était plus qu'un délinquant blessé, vaincu et pathétique, un miskin parmi d'autres. J'ai été jeté à l'arrière d'une voiture de police banalisée. Personne ne m'a parlé. J'ai appris plus tard la vérité, lâché froidement par un capitaine de la PJ. L'appartement N n'était pas une planque de drogue, mais un poste d'observation du GIGN. Il surveillait le grand, notre chef de réseau, depuis 3 semaines. On n'a pas attaqué des rivaux. On a sonné à la porte d'une douzaine d'opérateurs des forces spéciales en pleine mission. On leur a servi notre tête sur un plateau. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, je te parle depuis ma cellule au Beaumet. J'ai une longue cicatrice sur l'épaule, un souvenir permanent de ma putain de stupidité. Par la petite fenêtre grillagée,
je vois un bout de Marseille, le soleil qui tape sur le béton. J'entends parfois le bruit caractéristique d'un T-Max qui déchire la nuit, et mon cœur se serre. C'est le son d'une vie qui ne m'appartient plus, d'un monde dont j'ai été éjecté pour toujours. J'ai pris 25 ans. 25 ans pour homicide volontaire en bande organisée sur personne dépositaire de l'autorité publique. Ils ont tout mis sur mon dos, le survivant, l'exemple. Le grand, lui, a sûrement disparu à Dubaï ou en Algérie, loin de la S. Je n'en sais rien. En prison, les nouvelles du dehors sont des rumeurs qui puent le mensonge. La seule chose de certaine, ce sont ces 4 murs qui me étouffent et le souvenir de mes amis. Dans la cité, la Hagra te fait sentir comme le roi du monde. On nous apprend à mordre, à ne jamais montrer de faiblesse, à toujours vouloir plus d'oseille. On nous apprend à jouer les loups dans une cour de récréation. Le problème, c'est qu'on a oublié de nous dire que la jungle est bien plus grande que notre quartier et qu'elle est peuplée de créatures bien plus féroces. On voulait jouer les prédateurs, on est tombé sur des T-Rex. Ce jour-là, j'ai compris la vraie hiérarchie de la force. Ce n'est pas celui qui a la plus grosse calache ou l'audi la plus rapide qui est au sommet. C'est celui qui est invisible, silencieux et qui a la discipline de ne jamais sous-estimer son adversaire. J'ai appris de la manière la plus dure qu'il y a toujours un prédateur plus gros, plus intelligent et plus mortel que toi, et que certaines portes, il ne faut jamais, jamais les ouvrir.